Nous avoir reçu Dominique Baffier dans votre bureau. Avant de commencer, je vais dire quelques mots de ce que vous faites ici et puis de votre parcours scientifique. Donc vous êtes archéologue préhistorienne, spécialiste de l'art pariétal, du paléolithique. Vous êtes chercheur au CNRS et au ministère de la Culture. Vous avez travaillé avec le grand préhistorien André Leroi-Gourhan, donc sur le site de Pincevent, en région parisienne. Puis en 1990, vous avez découvert et travaillé sur la grande grotte d'Arcy-sur-Cure, qui à l'époque était celle qui contenait les plus anciennes peintures pariétales connues, moins 28 000 ans. Et en 1994, après la découverte de la grotte Chauvel, vous êtes intégré à une équipe qui... l'équipe scientifique de la grotte. Et le ministère de la Culture vous confie la responsabilité de la conservation de la grotte en 2000. Voilà, c'est ça. Alors, tout à fait. Un petit mot sur ses fonctions de conservateur de la grotte Chauvet. Oh mon Dieu, c'est une lourde tâche. La grotte Chauvet, c'est la grotte la plus ancienne actuellement connue, puisque ces peintures sont datées. Les peintures et les restes brûlés au sol, charbonneux, ont été datés de 32 000 BP, c'est-à-dire avant le présent. Et cette grotte nous est parvenue dans un état de conservation tout à fait exceptionnel, et nous avons le devoir de la transmettre dans le même état que celui dont elle nous est parvenue. Donc il faut veiller à ce que son équilibre interne soit respecté. Nous travaillons avec des laboratoires spécialisés dans les milieux souterrains, le laboratoire de Moulis du CNRS et le laboratoire de recherche des monuments historiques. Nous surveillons la température de l'air, la température du sol, le taux de gaz carbonique, les mesures de radon. Nous avons aussi les analyses de bactéries, de spores, de champignons qui pourraient se trouver dans la grotte pour garder son intégrité et pouvoir agir au cas où il y aurait un déséquilibre dans son équilibre interne. Et comme on a en charge avec mes adjoints la grotte la plus belle du monde et la plus ancienne, ça donne un stress assez considérable d'avoir à veiller sur cette merveille. D'où l'explication de la non-fréquentation, de la non-ouverture. Voilà, tout à fait. C'est pour éviter un peu les problèmes qu'a connu l'ASCO ces dernières années dû à une fréquentation abusive et des erreurs de gestion de l'atmosphère. Donc, cette grotte ne sera jamais ouverte à un large public. Elle est quand même ouverte 2 fois par an à l'équipe de recherche qui travaille dedans. Elle est ouverte maintenant aux équipes techniques qui travaillent pour l'espace de restitution, puisque, comme cette grotte ne sera pas ouverte, que c'est vraiment une des merveilles de l'humanité, les premières traces de l'éveil spirituel de l'homme. Le Conseil général, le Conseil régional, l'État et l'Europe se sont groupés en syndicats et pour œuvrer et mettre au point une réplique, un facsimilé qui permettra à tout le monde, à tous les citoyens de s'immerger dans cet art millénaire et pouvoir avoir ce grand moment d'émotion que tout le monde ressent quand il pénètre dans la cavité. Vous êtes l'interface, on va dire, entre la vraie grotte et l'espace de restitution. Voilà, tout à fait. Donc ça fait partie aussi de vos fonctions. Oui, ça fait aussi partie de mes fonctions. J'ai aussi des fonctions de chercheur à l'intérieur de la cavité. J'ai des fonctions de transmission de la connaissance au grand public, c'est-à-dire que je fais de nombreuses conférences, je participe à des colloques, à des congrès, et je participe aussi, j'initie même avec un collègue des programmes à l'international pour permettre de faire connaître cette grotte au-delà de notre frontière. Vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette grotte. Elle se situe près de Vallon-Pont-d'Arc, près du Pont d'Arc. Oui, elle est située, elle a été creusée par la rivière il y a bien longtemps, dans les falaises qui surplombent le méandre abandonné par la rivière. Quand la rivière s'est détournée de ce grand méandre,
puisque l'eau a toujours tendance à aller au plus court et en ligne droite. Donc l'eau a abandonné progressivement ce méandre pour creuser le grand arche qui enjambe maintenant la rivière. Et quand l'arche a été creusée, elle a abandonné son méandre pour aller au plus court. Et la grotte surplombe ce grand pont minéral qui fait une des richesses aussi de la région et du territoire, puisque c'est cette beauté du paysage alliée à l'eau qui permet des descentes sportives amène énormément de tourisme dans la région. Alors cette grotte a une histoire particulière, donc elle a été découverte. D'abord elle a été peuplée par quelques Aurignaciens. Oui, Gravétiens aussi. Elle a été fréquentée par des animaux, en particulier des ours des cavernes, qui venaient y hiberner. Et certains, mon Dieu, ne voyaient pas la fin de l'hiver. Ils mouraient dans la cavité qui a conservé donc les restes osseux de ces grands animaux disparus. Et donc un événement spectaculaire bouche l'entrée de la voilà. cavité. Est-ce que vous pouvez nous... Il y a plus de 20 000 ans, une partie du porche de la cavité s'est effondrée et a bouché l'entrée de cette cavité. Donc il s'est retrouvé totalement confiné, fermé. Et c'est ce qui explique son état de conservation exceptionnel, puisqu'elle s'est trouvée totalement isolée des variations climatiques extérieures, et elle s'est trouvée aussi isolée de toutes les fréquentations et les incursions possibles, aussi bien des hommes que des animaux. Ou après. Alors, est-ce qu'on pourra avoir quelques données géométriques de cette grotte? Sa longueur, sa largeur, ses grands axes? La grotte c'est une grande grotte, puisque là vous avez le plan derrière moi. C'est une grande grotte qui fait en développement total, en comptant absolument toutes les petites galeries, même celles qui s'ouvrent au-dessus du sol, qui fait près de 500 mètres de développement. Et elle fait 8000 mètres carrés, c'est-à-dire que c'est vraiment assez considérable comme espace souterrain. Et l'état devant, puisque cette grotte est miraculeusement conservée, je vous ai expliqué par l'effondrement de Saint-Georges, qui est là-bas, hein. Et elle conserve sur ses sols énormément de restes osseux des animaux, mais aussi de tous les vestiges qui ont été laissés par l'homme qui a décoré ses parois. C'est-à-dire qu'on retrouve des foyers, on retrouve des amas de charbon qui ont été utilisés comme fusains ensuite pour peindre les grands ensembles qu'on verra plus tard. Et on retrouve aussi quelques éléments de silex, une sagaie en ivoire. Donc son sol est tout à fait rare, parce qu'il est rare de trouver des cavernes au sol de fréquentation préhistorique conservées. Et les inventeurs, quand ils ont découvert cette cavité, se sont rendus compte de la richesse de cette grotte et ont pensé à préserver les sols en installant des laits de plastique noir pour canaliser le cheminement dans la cavité et ne pas abîmer les sols en laissant des empreintes ou en écrasant les vestiges. Alors l'État, quand il est devenu propriétaire, a fait d'importants travaux d'abord de surveillance et de mise en sécurité de la cavité, et pour la sûreté, la conservation des sols, a fait installer tout un réseau de passerelles en acier inoxydable, puisque c'est un milieu agressif. Là, vous avez un taux d'humidité de 99%, donc il faut des matériaux qui résistent à ces milieux extrêmes. Donc tout un réseau de passerelles a été mené jusqu'à la salle du fond et permet la déambulation dans la grotte dans le respect absolu des sols et des vestiges au sol. Donc c'est une grande grotte, 8000 mètres carrés, plus de 500 mètres de développement total. Alors, les plafonds sont très hauts, à certains endroits, il y a plusieurs dizaines de mètres. Voilà. Donc en fait, il ne s'agit pas d'un couloir ou Non, les salles sont très vastes. Alors la grotte ici, il y a une très très grande salle. Alors d'abord on arrive par la voûte. Maintenant on arrive par la voûte puisque le porche s'est effondré. Donc a bouché l'entrée primitive de la cavité. Donc on arrive par la voûte, on descend 8-9 mètres par une échelle fixe en inox qui a été aménagée, et on circule donc sur ces passerelles. Alors la grotte est large, cette salle, la plus grande de la cavité, fait plusieurs dizaines de mètres de large, plusieurs dizaines de mètres de long et de hauteur.
Et ensuite, elle se divise en deux galeries plus étroites. Celle du haut, là-haut, c'est la galerie des Croisillons, c'est la galerie où sont conservées des empreintes de pas humains appartenant à un individu d'une douzaine d'années. Et là, vous avez un passage plus resserré qui est la galerie des Mégaceros qui mène à la salle du fond où il y a le célèbre panneau des félins que vous avez là. J'en reviens à la grotte en elle-même. 99% d'humidité, ça veut dire qu'elle est active en termes géologiques. Oui, oui. Elle continue, les concrétions continuent à pousser et dans plusieurs millénaires, plusieurs millions d'années, la grotte sera totalement fermée, bouchée par ces concrétions qui vont pousser, se développer dans cet espace. Donc ce qui veut dire que les scientifiques, en plus d'étudier tous les restes archéologiques, tous ces vestiges, étudient également le fonctionnement, la vie géologique y a de la cavité. Et donc des... ils la mesurent. Ils voient un petit peu cette croissance en certains endroits. Oui, l'équipe scientifique est formée par des spécialistes de diverses natures, des gens qu'on appelle des géologues, qui travaillent plutôt sur la grotte, les parois, la fermeture du porche, la pousse des stalactites. Non, je préfère la pousse. La pousse du printemps. Bon, c'est petit pouce, La jeune pousse. Les jeunes pousses des stalactites et des stalagmites, ils mesurent la fréquence de la goutte d'eau qui tombe et qui, chargée de calcaire, va finir par créer une stalagmite qui va monter pour rejoindre la stalactite du plafond. Et oui, donc il y a des géologues, il y a des archéozoologues qui travaillent sur les restes osseux, il y a des gens qui travaillent, des plutôt spécialistes d'art pariétal qui travaillent sur les parois. Il y a toute une panoplie de chercheurs qui étudient les différents aspects de cette grotte, de son évolution et de sa conservation aussi. Un point important pour les scientifiques, ils ont accès au visible, mais pas à l'invisible. Qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas fouiller tous les sédiments, les sols. Non, il y a quelques petits sondages qui sont autorisés, mais de toute façon, cette grotte est tellement exceptionnelle qu'il faut la conserver dans l'état, c'est ce que je vous disais au début, il faut la conserver dans l'état actuel. Parce que les méthodes d'investigation des archéologues évoluent extrêmement vite. Avant, moi quand j'ai commencé dans l'équipe de Leroy-Gourhan, il fallait plus de 100 grammes de charbon ou d'os pour aller faire une datation C14, ce qui interdisait absolument d'avoir des datations directes des peintures. Parce que là, il aurait fallu aller gratter, détruire la peinture pour risquer d'avoir une datation qui n'était pas sûre. Tandis que là, vous avez un prélèvement d'un gramme, enfin d'une partie de matière totalement minime, un prélèvement d'une tête d'épingle qui vous permet de dire la composition des peintures, qui vous permet de dire et d'obtenir une datation. C'est-à-dire qu'on peut envisager aussi que dans quelques années, la perception des sols sera beaucoup plus facile avec un outillage et des méthodes beaucoup moins agressives que celles qu'on emploie actuellement, parce que la fouille est quand même très agressive, puisque c'est la technique qui détruit son objet d'étude. La fouille détruit son objet d'étude. Donc là, c'est quand même à éviter et attendons Donc il y a un champ d'investigation supplémentaire aujourd'hui qui se trouve dans les sédiments. Est-ce que tu peux nous tracer le profil de la paléogéographie de l'époque? Le paléopaysage. Le paléopaysage. Faune, flore et climat. Oui. Alors, nous sommes à l'Orignacien, la culture de ces hommes qui ont été occupés et peints dans la grotte Chauvet, enfin ceux qui ont fait le maximum des représentations pariétales. L'Orignacien, c'est la première culture du paléolithique, non, la deuxième, puisque la première c'est le Châtel-Péronnien, qui est encore une culture de l'homme de Néandertal. Mais à partir de l'Orignacien, donc, on affirme, on dit, on pense, que c'est l'Homo sapiens sapiens qui est maintenant arrivé en Europe et qui va développer cette culture dans notre pays et tout le reste de l'Europe. Il arriverait entre 38 et 35 000. Et il serait... Alors c'est une culture qui est caractérisée par plusieurs innovations. D'abord dans le débitage du silex par un débitage laminaire, c'est-à-dire l'obtention de lames, de supports donc longs
Alors qu'avant c'était un débitage qui était à la recherche d'éclat, le débitage levallois. Il y a à partir de cette époque une utilisation de l'os en tant que pour fabriquer des outils et des armes. On a d'ailleurs dans la grotte Chauvet une sagaie en ivoire qui a été oubliée sur le sol. Il y a aussi l'apparition de la parure, qui existe quand même dans certains sites déjà dès le Châtel-Péronnien, et de l'art. Voilà. Alors, nous sommes en période glaciaire, il fait froid, le climat est froid et sec, mais c'est quand même pas cataclysmique comme on se plaît à le dire de temps en temps. Il y a donc la végétation a changé par rapport à celle que l'on connaît. Il y a énormément peu d'arbres, et c'est plutôt un paysage avec des graminées dans lesquelles pèsent des grands herbivores dont on va parler dans un instant. Et les arbres sont composés d'espèces froides, un peu comme le pin sylvestre, le genévrier, le bouleau, qui sont groupés en forêt-galerie le long du cours d'eau, ou groupés en petits bosquets dans les endroits préservés, dans les coins protégés et préservés. Donc peu d'arbres, beaucoup de graminées. Et les animaux, eh bien, sont des animaux qui ont pour la plupart disparu, c'est-à-dire il y a des mammouths qui sont recouverts d'un gros pelage. Il y a des rhinocéros qui sont des rhinocéros laineux, donc sont des espèces qui n'ont rien à voir avec les espèces que l'on connaît actuellement en Afrique ou en Asie encore. Des rhinocéros laineux qui ont aussi disparu et qui ont aussi un pelage important. Il y a des félins, mais les félins, les lions, sont de taille supérieure à ceux que l'on connaît. Les mâles n'ont pas de crinière, c'est le lion des cavernes, et l'ours est aussi un animal beaucoup plus gigantesque par rapport à ceux qui vivent encore aujourd'hui. Et c'est aussi l'ours des cavernes qui a disparu il y a à peu près 20 000 ans. Enfin, il y a 20 000 ans. Il y a dans la faune que l'on connaît encore, il y a des bisons, il y a des petits chevaux, il y a des rennes, et il y a quelques cerfs après, quand le climat s'arrange un peu. Voilà. Donc, une population avec énormément de gibier, hein, il ne devait pas mourir de faim. Il y a aussi toute la cohorte de petits animaux, du style lièvre variable, perdrix des neiges, et puis des insectes, des batraciens, des serpents, tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on sait de ces hommes réellement? Que faisaient-ils de leur journée? Question élémentaire, que faisaient-ils de leur journée? Étaient-ils nombreux? Vivaient-ils en petits groupes? Où vivaient-ils? Dans quoi vivaient-ils, par exemple? Alors, ces hommes, on sait qu'ils sont exactement pareils à nous, puisque ce sont des hommes sapiens sapiens. Ils sont pareils à nous, ils viennent de l'Est, ils s'implantent progressivement en Europe. Ils devaient être peu nombreux, vivent en famille polynucléaire mais pas très développée. Il devait y avoir des échanges entre les différents groupes, puisqu'on voit la circulation de matières premières qui est attestée, comme par exemple les coquillages ou des silex dont on peut identifier par des micro-éléments compris dans la matière. On peut trouver l'origine. Donc on voit une circulation de ces groupes, c'était des nomades, qui n'avaient pas donc d'habitat fixe, qui ne vivaient pas dans les grottes, parce qu'ils n'étaient pas idiots, parce que vivre dans l'obscurité totale à 98% d'humidité, c'est quand même pas très bon pour les rhumatismes. Donc ils vivaient plutôt sous les porches des falaises. Les falaises avec le calcaire blanc est un excellent moyen de piéger le soleil et d'avoir une réflexion du soleil. Donc ils pouvaient se faire des abris de peaux, de branchages à l'entrée de ces cavernes, ou faire des tentes en milieu découvert. Mais on imagine mal des implantations, même brèves, sur le plateau ardéchois avec le vent qui devait quand même souffler fort. Enfin, c'était pas... Ils cherchaient quand même un minimum de confort. Donc une partie de leur temps devait être dévolue à la chasse pour manger. Il y avait aussi la cueillette qui devait tenir une place importante avec toutes les baies, les champignons qu'ils pouvaient trouver et qu'ils ramassaient, les racines.
Il y avait le petit gibier aussi qu'il fallait attraper. Il devait se déplacer en fonction de la migration des animaux, en fonction des saisons. Par exemple, quand les saumons devaient remonter la rivière, il y avait un endroit où ils savaient que c'était plus facile à attraper parce qu'il y avait un gué, etc. Donc ils étaient là à ce moment-là, lors de la remontée des saumons dans la rivière. Ils étaient au bon endroit lors de la migration des rennes. Enfin, ils connaissaient certainement très très bien leur territoire et ils adaptaient donc leur circulation à la vie des animaux pour pouvoir les piéger et pour pouvoir les chasser. Ils devaient aussi prendre une partie de leur temps pour récupérer la matière première dont ils faisaient les outils, et puis tranquillement s'asseoir auprès du feu en écoutant des histoires ou en racontant les histoires à leurs petits-enfants, et puis ils devaient tailler leurs outils, ils devaient chercher des hampes pour aller fixer leurs pointes de flèche, parce que là, nous, ce que nous retrouvons, les archéologues, on ne retrouve que l'imputrescible, c'est-à-dire on va retrouver le bout de silex, mais il faut bien imaginer que ces silex étaient emmanchés. Donc il fallait trouver le bras de bouleau pour faire la colle, il fallait trouver les ligaments du renne pour faire la ligature, il fallait avoir la hampe bien droite de bois pour faire le manche, etc. Donc c'était une vie certainement très agréable. Alors, pour faire le lien avec la grotte Chauvet et avec d'autres grottes ou cavités de la même époque, il est, je crois, important que tu dises à tous les enseignants que ces hommes, en fait, n'étaient pas aussi préhistoriques que ça. C'est pas la bête poilue et idiote comme on se l'imagine depuis la Troisième République. Au contraire, les images qui sont dans la grotte Chauvet l'ont montré, mais aussi, ces hommes étaient bien plus fins que l'on pensait, puisque dans le Jurassique, les archéologues ont trouvé des instruments de musique, par exemple. Donc, ils étaient des êtres sensibles. Mais oui, ils étaient comme nous. Voilà. Chez nous, il y a aussi des brutes idiotes. Il y a des... enfin, je ne dirais pas le mot, mais tout le monde n'est pas en train de parler aux oiseaux, hein, même dans notre société actuelle. Et bien, chez eux, c'était pareil, c'est-à-dire qu'ils faisaient effectivement de la musique. Il devait y avoir la première forme de musique, c'est quand même la voix. Et puis il y avait la percussion qui est attestée même dans des grottes sur des rideaux stalagmitiques. Et puis ils faisaient des flûtes en perçant les os d'oiseaux, puisque les os d'oiseaux ont la particularité d'être extrêmement creux, ce qui aide quand même pour voler, parce qu'il y a un poids inférieur. Et puis voilà, donc ils faisaient de la musique, ils dansaient, ils faisaient de l'art. Ils enterraient leurs morts depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils croyaient dans une vie, ils avaient une vie spirituelle riche, et puisqu'on est même, on ne connaît pas le sens véritable de leur création artistique actuellement. C'était plus complexe, ils avaient des mythes, ils racontaient, enfin... L'Europe est déjà occupée, ou est encore occupée un petit peu. Oui, ils rencontrent Néandertal. Oui. Donc l'Europe a connu, il y a à peu près 32 000 ans BP, deux humanités. Oui, à partir de 35 000, oui, au moins, 35, il y a deux humanités. Il y a Néandertal qui est arrivé il y a déjà plusieurs centaines de milliers d'années en Europe, qui a connu des tas de variations climatiques, qui s'y est installé, qui a vécu, qui a bien vécu et survécu à toutes les contraintes du milieu extérieur. Et lui... Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé pour l'instant de manifestations esthétiques liées à la présence de l'homme de Néandertal. En revanche, dans certains sites d'habitat de Néandertal, on trouve énormément de pigments. Donc il a récolté de l'ocre dans la nature, qu'il a ramené dans son habitat, et mis à part quelques utilités techniques comme tanner les peaux, c'est antiputride, ça évite la putréfaction de la peau, ça chasse les moustiques, ça a plusieurs vertus. Mais on peut aussi penser que l'ocre était utilisé pour faire des peintures corporelles, qu'on ne peut pas retrouver, ou exprimer un peu un sens esthétique sur des peaux, sur des écorces ou à l'extérieur, c'est-à-dire toute œuvre qui ne serait pas conservée. On a nié quand même, enfin il y a beaucoup de... Les préhistoriens sont un peu
séparés en deux groupes pour cette histoire de Néandertal. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que Néandertal était une brute épaisse et incapable d'avoir une vie spirituelle. D'autres qui pensent que c'est pas vrai du tout et que Néandertal avait les mêmes capacités que nous, peut-être bon, avec des formes d'expression un peu différentes. Alors, on pensait, parce que Néandertal a un physique un peu différent du nôtre, c'est-à-dire qu'il serait plus près, si vous voulez, des Lapons et des gens qui vivent dans le nord avec des membres plus courts. C'est une adaptation physique au froid, ça, c'est pas du tout une diminution des capacités. Et dans certains sites, on trouve, comme par exemple à Arcis-sur-Cure, on trouve dans les milieux moustériens, au Châtel-Péronien, avec des restes osseux qui sont attribués sans aucun doute à Néandertal, des parures déjà, des dents percées, des parures sculptées en ivoire, donc qui montrent qu'il y avait un éveil spirituel. Et l'éveil spirituel en plus qu'on peut reconnaître à Néandertal, c'est qu'il enterre ses morts. Donc ça prouve qu'il y a un respect, une croyance en une vie future, oui, enfin en l'au-delà. Et donc il enterre ses morts, coutume qui est reprise après par l'Homo sapiens. Est-ce qu'on a des éléments probants qui montrent des échanges culturels et également peut-être aussi génétiques? Ah ben oui, ça maintenant, oui, on a l'analyse génétique. Alors, les échanges, non, parce que alors, la grande théorie, c'était Néandertal est inférieur à l'Homo sapiens sapiens, donc il s'est éteint, mais c'est parce qu'il a été détruit par les autres qui étaient les plus forts, enfin les sapiens arrivaient, ils étaient plus forts, plus compétitifs, donc ils ont soit starbé les Néandertaliens. Et puis, on s'aperçoit que les plus forts, ben, on les retrouve avec des Néandertaliens au Moyen-Orient il y a 100 000 ans. Hein, il y a des structures d'habitat où on identifie le sapiens archaïque et à côté le néandertalien. Et on s'aperçoit que le sapiens archaïque est soi-disant plus fort que le néandertalien. Et bien finalement, il n'a pas plus d'arc que celui d'à côté. Et il a les mêmes techniques de débitage du silex que le néandertalien. C'est-à-dire qu'il travaille en débitage levallois, pareil. Donc c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça. Donc il y avait le courant qui disait bon bah il est tellement inférieur et tout que c'est pas notre espèce. Donc on ne pouvait pas se reproduire. Et maintenant les analyses génétiques montrent qu'il y a eu des échanges génétiques entre les deux populations, puisque nous portons tous à peu près, pour l'instant, 4% identifiés du génome néandertalien. Pour l'instant, puisqu'on a identifié que 60%, donc on peut en avoir plus. Donc il y a eu une interfécondité, donc c'est bien notre même espèce. S'il y a eu une interfécondité, ces néandertaliens que l'on pensait avoir été détruits par sapiens sapiens ou disparus parce qu'ils faisaient trop froid, ou etc., sont peut-être fondus dans la population avec des échanges génétiques. Ça paraît plus... Parce qu'on n'a aucune trace, aucun reste archéologique de cette espèce d'éradication de l'espèce. On trouverait bien des traces, on ne trouve pas de traces de guerre, on ne trouve pas de traces... La guerre n'apparaît après qu'à partir du moment où il y a le stockage des nourritures, l'élevage. Pour résumer, Sapiens arrive en Europe, il rencontre Néandertal, ils se côtoient pendant encore quelques milliers d'années. L'Europe est fraîche, voire froide selon la saison. Sèche, avec une mégafaune. Et Sapiens, grande particularité, fréquente les grottes pour parfois les décorer. Est-ce qu'on peut dire qu'avant, c'était le style qui permettait de dater jusqu'à la grotte Chauvet? Alors, avant. Les préhistoriens avaient beaucoup travaillé sur l'art préhistorique, puisque c'est quand même un phénomène assez étonnant de voir une population qui va faire des œuvres d'art dans une grotte profonde et obscure. Et de constater qu'il n'y a finalement sur les sols aucune trace de fréquentation évidente liée à un rituel qui aurait pu amener les foules après à l'intérieur de la cavité. Et alors, les œuvres pariétales présentent la particularité d'être pariétales, c'est-à-dire qu'elles sont peintes sur la paroi de la grotte, donc absolument sans rapport avec le sol d'habitation qui peut leur être
leur être attribuées. Hein. Donc pour les dater, pour dater ces œuvres, l'abbé Breuil d'abord, et puis après le Roi-Gourhan qui a beaucoup développé sa chronostylistique, avait fait des comparaisons avec les œuvres mobilières, c'est-à-dire des œuvres d'art gravées sur os ou sur plaquettes lithiques, et avait donc des œuvres qui étaient datées par la stratigraphie, puisqu'elles étaient trouvées dans une couche bien datée. Donc on savait, par exemple en Dordogne, qu'à l'Aurignacien, vers 35 000 ans, on trouvait des blocs lithiques qui étaient sculptés avec des cupules, et puis des représentations animales extrêmement frustres dont l'espèce n'était même pas identifiable. Et il y avait aussi des triangles pubiens, c'est-à-dire la représentation du sexe féminin. Bon, donc ça on savait. Après progressivement, on avait, par le style, donc daté ces objets retrouvés en fouille, et on arrivait à montrer que l'art, qui avait commencé d'une manière très frustre, progressivement atteignait Lascaux, hein, vers 17 000, pour arriver au réalisme photographique de la grotte de Téja. Bon. Donc ça paraissait logique, l'homo sapiens sapiens arrivait en Europe, et puis il commençait à y avoir cette espèce de déclic, cette étincelle de création artistique, mais au début il n'était pas bien doué, quoi. Enfin la structure cérébrale n'était pas encore bien finie, les connexions n'étaient pas finies avec la main, et donc progressivement donc l'art suivait une évolution linéaire et ascendante pour arriver au parfait. Et là, paf, découverte de Chauvet, 32, 35, 36, ça dépend si on étalonne ou pas les datations. L'art est parfait, tout est maîtrisé, toutes les techniques sont utilisées. Il y a les préparations des fonds par raclage, vous avez la mise en place des sujets par rapport aux compositions, les compositions sont mises en place par rapport au relief de la paroi, s'organisent autour des niches, s'organisent autour de rotondes. Il y a déjà une première recherche de la perspective. Vous avez les volumes des muscles animaux et les volumes osseux qui sont rendus par l'estompe. C'est la première fois qu'on voit l'estompe, c'est-à-dire le colorant est écrasé, mélangé aussi à l'argile de la paroi, mélangé au blanc du fond calcaire. Enfin, vous avez une recherche et une création parfaite. Les formes sont parfaites, les groupements sont parfaits, une première recherche de la perspective, alors qu'on disait quand même, on m'a appris mon histoire de l'art, que ça naissait à la Renaissance. Donc là, il y a 32 000 ans en Ardèche, vous avez déjà des recherches de la perspective. Donc ça, c'était tout à fait étonnant. Et alors, l'étonnement a été multiplié par X quand les résultats des datations ont été obtenus, parce qu'il y avait eu des datations sur les tracés, donc sur les peintures directement, et datations aussi sur les charbons au sol qui ont donné donc 30-32 000 ans. Alors, autre effet de surprise, le bestiaire de la grotte Chauvet était tout à fait étonnant par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, puisque dans les autres grottes ornées qui sont plutôt réparties en Dordogne, dans les Pyrénées au nord de l'Espagne, la majorité des animaux sont des herbivores tranquilles, c'est-à-dire des bisons, des aurochs et des chevaux. C'est la majorité avec quelques boutins. Et là, sacrebleu, il y avait 68% d'animaux qui étaient des espèces dangereuses, avec des mammouths, des rhinocéros, des félins et des ours. En plus, ces animaux, félins, rhinocéros, ours, sont extrêmement rares dans les eaux de caverne. Ils sont représentés à 1%, et encore quand ils le sont. La plupart du temps, ils ne le sont pas. Donc on avait des espèces totalement rarissimes, représentées en plus grand nombre. Donc ça a énormément choqué les préhistoriens, puisque ça ne rentrait pas dans le schéma habituel. Alors le schéma habituel, moi puisque je travaillais à la grande grotte d'Arcis-sur-Cure, j'avais déjà montré, avant la découverte de la grotte Chauvet, que cette grande grotte d'Arcis avait un bestiaire que j'appelais original à l'époque, puisque il y avait exactement les mêmes proportions d'animaux dangereux qu'on retrouvait après à Chauvet, donc des lions, des ours, des rhinocéros, des mammouths. Alors à la grande grotte d'Arcis, c'est plutôt le mammouth qui domine. Mais c'était tout à fait étonnant, et comme les peintures de la grande grotte sont estimées à 28 000 ans BP,
on peut constater, donc, en association aussi avec des fouilles qui ont été menées au début du siècle dans le Jura Souabe, dans certains sites où on a trouvé des statuettes ornées, des statuettes en os ou en stéatite, qui représentent aussi des animaux dangereux et qui sont datés de 35 000, qui datent de l'Aurignaciens. C'est-à-dire qu'on peut dire que au moment de l'éclosion supposée de l'arbre, de l'origine de l'arbre, les thèmes représentés étaient des animaux dangereux et thèmes qui vont changer après, à partir du Gravétien, où on va retrouver cette cohorte d'animaux herbivores non dangereux comme les aurochs, les bisons, quoique pas dangereux, et les chevaux. Voilà. Donc là, on a un marqueur chronologique, si vous voulez. La faune représentée est un marqueur chronologique de la spiritualité et des croyances de l'homme de cette époque. Alors, il y a le bestiaire, mais il y a aussi des signes. Il y a des signes, alors oui, en art paléo, il y a toujours des représentations essentiellement d'animaux, il y a très très peu de représentations humaines. Et il y a, ces animaux sont toujours représentés avec des signes abstraits, dont on ne connaît absolument pas la signification, qui avait été interprétée au début du siècle comme étant des représentations d'objets réalistes, des huttes, des propulseurs, des flèches, mais finalement c'est très contestable, c'est beaucoup plus abstrait. Il y a dans les périodes anciennes énormément de représentations de points ou de bâtonnets groupés. Mais vous voyez, c'est pas du tout l'art paléo, c'est pas du tout un tableau de genre. Parce qu'on n'a absolument pas la représentation fidèle de ce qui existait. Vous avez, et sur toute la durée de l'art paléolithique, c'est-à-dire sur plus de 20 000 ans, c'est ça qui est colossal, vous avez toujours les mêmes manques. C'est-à-dire que vous ne retrouverez pas de représentation de végétaux, de paysages, de lune, de soleil, d'étoiles, d'objets de la vie courante, de petites familles, d'occupations de la vie quotidienne. Tout ça, c'est... Vous ne retrouverez pas non plus les espèces animales qui faisaient quand même certainement bouillir la marmite le plus souvent. C'est-à-dire les perdrix, les lapins, les choses comme ça. C'est extrêmement rare de voir ces animaux représentés. C'est vraiment exceptionnel. Donc ces représentations sont vraiment une sélection de la faune qui les entourait, sélection qui avait un sens, c'est significatif. C'est pour ça qu'on parle de bestiaire. Les animaux, les espèces animales étaient sélectionnées pour leur message. Est-ce que tu peux nous dire si dans la grotte Chauvet, on a des représentations de parties corporelles humaines, par exemple? Oui, on a, comme c'est une grotte ancienne, on retrouve effectivement des triangles pubiens représentés, peints ou gravés, triangles pubiens avec la représentation du sillon du ver. Et il y a une chose tout à fait étrange et unique, c'est dans la salle du fond, sur un pendant rocheux, on a le bas du corps d'une femme, un bas de corps féminin, qui a les proportions tout à fait identiques aux petites statuettes que l'on retrouve dans le Jura Souabe de cette période, de cette époque. C'est-à-dire que ça, c'est la première fois qu'on trouve une représentation féminine comme ça dans une grotte profonde. Et est-ce qu'on a des mains négatives, positives? Oui, il y a des mains, des paumes de main ocrées. Ça, c'est la première fois qu'on a pu mettre en évidence cette technique, c'est-à-dire qu'il n'y a que la paume qui est ocrée et qui a été appliquée sur la paroi. Alors, dans la première salle, il y a quatre panneaux qui regroupent plus de 500 paumes, au moins, au total. Et qui ont été faits, chaque panneau a été fait par un seul individu, avec la main droite, appliquée. Alors, ça a permis, alors c'est moins spectaculaire que ces grands ensembles, mais ça a permis par l'étude de montrer, de restituer le nombre de gestes, vraiment de restituer la présence de l'individu et même d'amorcer une identification, puisqu'il y a un panneau où les empreintes de main sont petites et fines, donc on pense que ce panneau a été fait par une femme ou un adolescent, puisqu'on est quand même des mammifères et il y a quand même des différences sexuelles secondaires qui sont évidentes. Et il y a un autre panneau qui a été fait par vraisemblablement un homme de plus d'1,80 m. On a pu restituer
la grandeur bras tendu, donc de plus d'1,80 m. Et ces empreintes montrent la caractéristique tout à fait émouvante. C'est, à un moment, les doigts ont été légèrement pollués par le colorant qu'il avait appliqué sur la paume, et on s'aperçoit par les fantômes de doigts qu'il a le petit doigt légèrement tordu. Et cette caractéristique va nous permettre de le suivre dans la cavité, de suivre son déplacement dans la cavité, puisque plus loin, il aura appliqué là la main positive, toute la main enduite, et on le reconnaîtra à cause de ce petit doigt tordu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous visitez la grotte, quand vous entrez dans la grotte, vous suivez ce grand Aurignaciens. Vous suivez, hop, hop, c'est drôle. Main positive, main négative. Main positive, c'est la main qui est enduite de colorant et appliquée sur la paroi, donc qui laisse son empreinte. Hein. Et main négative, c'est la main sans colorant qui est appliquée sur la paroi et recouverte de colorant. Donc après, une fois enlevée, vous avez l'empreinte de la main qui est cernée de couleur. Donc on en trouve aussi les dans deux. la grotte. Les deux. Main positive, main négative et empreinte de paume. Pour la localisation des représentations pariétales, est-ce que tu peux nous dire si cette localisation est censée? Est-ce qu'elle a été réalisée au hasard, en fonction de la qualité du support, ou bien est-ce que d'autres critères sont entrants? Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'art paléo, c'est tout voulu, ressenti. Mais en revanche, bon, la grotte se sépare en deux grands secteurs. Le premier secteur, c'est les peintures rouges essentiellement, et le deuxième secteur, les dessins au fusain noir. Mais cette répartition peut très bien avoir une signification chronologique. C'est-à-dire que c'est pas... j'entre dans la grotte, je fais du rouge, je vais plus loin, je fais du noir. Hein. Donc c'est vraisemblablement chronologique. Et le choix a toujours été... est toujours volontaire, la localisation des peintures, à cause donc pour organiser ces panneaux autour de niches, autour de rotondes. En revanche, il y a toute cette grande salle qui est la salle des Bauges, où les parois sont tout à fait correctes et auraient pu accueillir de très beaux dessins qui ne comportent pas du tout de décoration. Et on ne peut pas supposer, il n'y a aucune idée. Alors il n'y a pas eu de courant d'air qui aurait effacé les dessins, donc c'est pas une histoire de conservation, mais non, là ils n'en ont pas fait, il n'y a pas eu. Et pourtant les parois étaient tout à fait attrayantes. Tout à l'heure, tu as dit que plus on s'enfonçait dans la grotte, il y avait une scénographie en fait. Oui, bien sûr. On a l'impression que plus on s'enfonce dans la grotte, et plus on va vers, comment dire, l'éloquent, le fort, fini, oui. le maîtrisé. Oui, mais ça peut être chronologique, je te dis. Ouais. Puisque dans la salle du fond, sur le panneau du fond, tu as un endroit où il y a les trois grandes têtes de félin, tu as des traces de peinture rouge corrodées, avec des empreintes de main, de paume de main. Ça doit être mon grand Aurignaciens, là, au petit doigt tordu, parce qu'il y a le creux palmaire très marqué, et qui sont corrodés, et qui sont antérieurs au crâne du Saint-Laurent. Donc c'est chronologique. Un petit mot sur les panneaux emblématiques, je pense aux chevaux. Ah mais oui, mais alors il faudrait parler devant quelque chose. Les chevaux, il y a deux panneaux très célèbres dans Chauvet, c'est le panneau des chevaux et le panneau des félins. Alors, il y a une caractéristique aussi par rapport à l'ensemble de l'art pariétal à Chauvet qui est tout à fait remarquable, c'est que d'habitude les animaux sont figés, il n'y a pas de ligne de sol, ils font rien, ils sont flottants, on parle d'animaux flottants. Et là, au contraire, à Chauvet, il y a des représentations de scènes de la vie courante. Il y a des préaccouplements, comportements de préaccouplement avec des félins, il y a ces têtes de chevaux qui soit montrent plusieurs chevaux, soit un cheval qui redresse la tête. Il y a cette scène de chasse au bison avec les félins qui poursuivent le troupeau de bisons. Enfin, c'est tout à fait remarquable. Et puis un travail graphique étonnant, quoi, avec une préparation du support, un raclage de l'argile, tracé au charbon avec l'estompe. Non, toutes les représentations dans la grotte sont à hauteur d'homme.
Oui, en gros. Il y en a quelques-unes qui sont un peu trop hautes et qui ont dû être faites avec un bâton. Ce sont des gravures. Mais là, généralement, c'est à hauteur de... C'est dans le champ manuel et les figures font à peu près 80 cm de long. C'est-à-dire c'est tout à fait le champ manuel. Une différence avec Lascaux où là, notamment... À Lascaux, on a eu des traces de construction d'un échafaudage dans le diverticule axial, puisque les peintures sont sur la voûte. Mais là, les voûtes étaient beaucoup trop hautes. Donc, et dans des salles trop larges. Alors, des chevaux, des félins, des aurochs, et des rhinocéros. Des rhinocéros, alors, des ours. Ces rhinocéros avec cette espèce de mouvement là, comment on peut interpréter les rhinocéros comme ça là au fond. Oui, qui sont... Bon, il y a une représentation, c'est soit... il y a des représentations dans les félins aussi, dans les gravures, dans les chevaux, vous avez un thème propre au peintre de Chauvet, c'est-à-dire qu'il y a une superposition des figures, soit pour montrer le nombre, le grand nombre, soit pour montrer une sorte de perspective. Et les rhinocéros, c'est exactement le même principe que les têtes de félins, là, hein. Vous avez les félins comme ça, dans les gravures vous avez les mammouths superposés aussi à côté du grand cheval, qui sont juxtaposés comme ça dans un... C'est le coup de patte de l'artiste, c'est sa manière à lui d'exprimer soit la perspective, soit le nombre, soit l'impression de troupeau, enfin ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais on le retrouve, c'est-à-dire que c'est vraiment un... C'est pas isolé, il n'y a pas que les rhinocéros. Les rhinocéros sont très spectaculaires, parce qu'en plus, après, la représentation se limite à la corne et à la ligne de dos. Hein, il n'y a plus de détails, c'est vraiment... ouais. Le premier rhinocéros est particulièrement soigné, là, et vous retrouvez le même principe dans tous les panneaux. Par exemple, pour les chevaux, vous avez une tête de cheval qui est particulièrement soignée, avec le petit trait de charbon noir dans la bouche qui donne toute la profondeur à la lèvre. Vous avez la narine qui a été reprise par gravure. Enfin, c'est tout à fait soigné. Là aussi, pour les félins, vous avez une tête qui est tout à fait extraordinaire. Surgravée. Et ben pour les rhinos, c'est pareil. Le premier plan est toujours extrêmement soigné. Et les autres viennent s'empiler derrière de plus en plus... de moins en moins réaliste. Regardez dans la tête des félins, vous en avez deux superposés comme ça, là. La plus belle, l'autre, qui ont encore des détails réalistes, et après vous avez simplement la ligne du museau et du haut de la tête. Donc il y a une expression là du nombre, du troupeau, peut-être de la perspective aussi, de l'éloignement progressif des animaux. Est-ce que ces beautés avaient pour fonction, selon toi, d'être vues par d'autres? Il n'y a pas vraiment de traces de fréquentation dans les grottes ornées quand les sols sont conservés. Il n'y a pas vraiment de traces de la fréquentation du groupe. Est-ce qu'on peut dire que cet art n'avait pas pour première fonction d'être vu, observé par d'autres? Peut-être que le fait d'exister devait suffire au groupe. Mais on peut aussi se dire que nous, dans nos églises, on ne voit pas non plus par terre le sol de la fréquentation et de reste de toutes les messes qui peuvent avoir lieu là-dedans. Oui, tu vois, tu as tout un rituel qui se passe dans nos églises et dont tu retrouves rien. Tu parles de rituel. Il y a le fameux crâne d'ours posé sur ce bloc calcaire, un crâne qui a été volontairement... Le bloc, il est tombé, voilà, le bloc est tombé de la voûte, et puis il puis y a un crâne. Un crâne qui a été volontairement posé. Ça oui, ça, l'ours, il n'est pas venu poser sa tête et mourir. Crâne, et je m'en vais en emportant la mandibule. Et le reste. Donc... je sais pas. Ne sais pas. Je préfère rester très prudente sur ce truc-là, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Et on peut dire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a eu le fameux culte de l'ours qui a été au 19e et qui... Pourquoi? Peut-être que ça existait. Enfin, l'ours... l'homme préhistorique connaissait de toute façon l'ours. Hein, mais il n'entrait pas dans la cavité faire ses dessins quand il y avait les ours qui hibernaient, parce que c'était un grand machin qui pouvait atteindre 3 mètres de haut avec ses griffes quand il s'énervait. On a des traces à plus de 3 mètres dans la salle du fond.
Bon, il devait y avoir un respect mutuel, mais on voit très bien sur les dessins qu'il y a certains dessins qui sont faits sur des griffades d'ours et qu'il y a des griffades d'ours qui rayent certains dessins. Donc il y a une fréquentation alternée de la cavité. L'homme préhistorique ne pouvait pas ignorer l'ours des cavernes. Enfin, ne pouvait pas. Parce que quand il rentrait, imagine, quand il y avait l'ours qui était en état de décomposition avancée, il devait le sentir. Hein. Il y avait aussi de l'olfaction là qui n'était pas... Bon. Alors, je sais pas, on dit aussi, mais là, le sol de la salle est très, très calcité, mais on repère aussi de nombreux crânes d'ours autour du bloc. Alors, est-ce que ce sont des dépôts volontaires ou est-ce que c'est un mouvement par gravitation, un crâne flotté ou par circulation après des animaux ou des hommes? Moi, je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas, moi là je laisse d'abord les géologues essayer de comprendre la circulation des eaux dans ces la mise en place, oui, la mise en place avant de me lancer dans des interprétations qui peuvent être très vastes. On entend, ou on lit régulièrement, une association symbolique entre la grotte et sa localisation singulière et le pont d'Arc. Ah oui, bien sûr. Bon, alors on peut remarquer que généralement les grottes sont dans des endroits quand même, les grottes ornées sont dans des endroits... Bon, Remarquable. alors, oui, remarquable, oui, mais c'est beau, quoi. Ces falaises, c'est beau. C'est généralement près de l'eau, parce que ça a été creusé par l'eau, hein, là, donc l'eau n'est jamais loin. Le pont d'Arc, bien évidemment, c'était un signal. C'était un truc facilement repérable, c'était très fonctionnel, parce que ça permettait de passer la rivière, ça permettait les animaux devaient aussi passer par là, emprunter là. Mais alors, l'aberration, c'est aussi qu'on te dit que la grotte a été choisie parce que le profil du pont d'Arc ressemble à un mammouth. Bon, alors, il y a quand même 35 000 ans. Hein. Donc il y a eu des périodes de gel, de dégel, etc. Il y a eu des aménagements du pont d'Arc et de la crête du pont d'Arc à des périodes historiques, puisqu'il servait de passage aux chevaux, aux trucs et tout. Donc bon, ça a été aménagé, etc. Alors la tête du mammouth, bon, moi je veux bien, mais ça c'est totalement irréaliste, parce que c'est pas possible. En plus, cette grotte, il ne faut pas oublier qu'à l'époque préhistorique, à l'époque où les peintres... mais elle s'ouvrait par un poste gigantesque d'une quinzaine de mètres de long et de plus de 8 mètres de haut. C'est-à-dire que quand tu étais en bas, mais tu voyais le porche, cette ouverture géante de caverne. Et donc, bon, bah, tu n'avais pas besoin d'aller te traumatiser avec le pont d'Arc qui ressemblera 35 000 ans plus tard à un mammouth, rien du tout, quoi. Non, tu la voyais, la grotte. Elle s'ouvrait par un porche gigantesque. Et avec la vire qui vient tout à fait naturellement. Tout à fait, oui. Comme un appel, en fait. Oui, oui, absolument. Ouais. Je pense que le porche était un appel beaucoup plus violent que le pont d'Arc. Le pont d'Arc, c'était une facilité, c'était un signal, c'était beau, c'était un passage, mais il ne faut pas aller voir. Voilà. Moi, je ne vois pas de mammouth dans le pont d'Arc. Oui. C'est là, je réfléchis quand même à ce qui s'est passé entre 35 000 ans. Je ne te parlais pas de mammouth, hein, mais je te parlais vraiment de la force visuelle. Ah ben oui, mais il y a la force visuelle. Ben bien sûr, ils ont certainement été sensibles d'abord à la beauté du paysage, à la présence du pont d'Arc. Ça ne faisait qu'augmenter la force de cet appel, de cette bouche géante qui perçait la falaise. Tu peux nous donner la fourchette de fréquentation de cette grotte? Oui, alors il y a une première phase où la majorité des dessins noirs qui ont été datés font partie de cette chronologie. Donc ce sont les dessins en prélèvement direct ou les charbons au sol qui sont datés de 30-32 000 ans. Et il y a un deuxième passage, pour l'instant qui n'est daté que par des charbons dans un petit foyer dans la salle du cierge. Un petit foyer et des mouchages de torches, parce que comme la grotte était obscure, les hommes rentraient dedans avec des moyens d'éclairage quand même. Donc c'était des torches et quand la torche charbonnait, ils frottent la torche sur la paroi, ils laissent donc des amas de charbon qui peuvent être prélevés et datés. Donc le deuxième passage date du Gravétien, 25-27 000. Le premier, salle du fond. Le premier. Le premier
la première occupation, Celle du 33 fond, 000. chevaux, Celle du fond, chevaux. salilaire, ce qui a été daté. Hein. Voilà. Donc, assez profond par rapport à la seconde. Non, on ne sait pas. Tout n'a pas été daté. Là, on refait une période de datation. Non, les mouchages de torches, ils sont sur les panneaux, là. Ce qui sont prélevés, c'est-à-dire que la seconde... Il n'y a pas d'occupation, hein, c'est fréquentation. Fréquentation. Et c'est quand même la grotte, ou l'une des grottes, les plus et les mieux datées au monde. Oui, il y a eu énormément de datation. Et là, on recommence une autre période, d'autres prélèvements pour avoir des précisions sur certains plans. Voilà. Merci au nom de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche pour cette contribution fort riche et fort documentée à ce livret pédagogique que découvriront avec plaisir nos enseignants ardéchois. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.